Bonjour à tous, c'est Pauline Rouillet et vous êtes bien sur la chaîne du site de l'Effet Domino. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale puisque Yann Arthus Bertrand m'a invité à enregistrer cette émission chez Hawk Productions, sa société de production. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir suivre mes prochaines publications. Merci pour vos likes et vos commentaires. On va donc voyager virtuellement aux quatre coins de la planète pour parler de l'importance de la protection de l'environnement et de la sauvegarde de la biodiversité. Allez, c'est parti! Alors en première partie, on va parler de votre film. Lequel? Alors le dernier. Legacy. Bien sûr, Legacy, notre héritage. Qui est d'ailleurs libre de droit et que tout le monde peut revoir en replay sur M6. Voilà. Voilà, alors donc qui a été sorti en exclusivité le 26 janvier. Ça a été sorti en pleine pandémie et vous avez choisi de le diffuser directement. Est-ce que c'était une coïncidence ou est-ce que vous êtes dit je veux pas que ça soit dans les salles de cinéma, je veux vraiment que ça soit Non, mais c'est un film de télévision. C'est pas un film de cinéma. Alors nous les Français, on est un peu, on n'a pas blacklisté, mais les Anglais, la BBC, ils monopolisent un petit peu les grands documentaires animaliers, voilà. Donc on a un peu de mal à exister sur ces plateformes-là. Voilà, donc j'ai fait le film que je voulais, et je fais toujours les films que je veux, que je suis un photographe, un cinéaste qui fait ce qu'il veut, quoi. J'amène mon projet, je déteste. J'écoute, bien sûr, mais je suis tellement engagé et tellement... je crois qu'il faut dire les choses ouvertement. Et dans Legacy, on dit les choses qui n'ont rarement été dites et ça gênait un peu tout le monde. Voilà. C'est ça. Et alors, votre point de départ, c'est les lions, et votre moyen, c'est la montgolfière. Et finalement, c'est comme ça que vous avez trouvé votre liberté, les lions, la montgolfière. Est-ce que vous pouvez nous parler de... Première question, pourquoi les lions? Pourquoi les lions? Parce que j'avais été travailler très longtemps j'avais travaillé dans une réserve entre 20 et 30 ans et j'avais élevé beaucoup de lions. Mon idole, c'était Jane Goodall qui avait fait un livre qui s'appelle Les chimpanzés et moi. Et je voulais vraiment faire ce travail qu'elle avait fait de scientifique en donnant des noms aux animaux, ce qu'elle faisait. Et en même temps, moi j'avais 0 diplôme, j'étais pas du tout scientifique. Et il y a une chance en France, c'est que si vous trouvez un directeur de thèse, vous pouvez passer une thèse, vous pouvez faire une thèse, même si vous avez 0 diplôme. Ce qui s'est passé avec un directeur de thèse qui avait accepté que je le fasse en photo, ma femme écrivait. Et donc on est parti pour faire un doctorat sur le comportement des lions au Kenya. Et en fin de compte, j'ai pas soutenu la thèse parce qu'on a beaucoup travaillé, on a fait des livres, je suis devenu photographe. Ma femme a fait un doctorat de lettres par la suite, donc j'avais pas forcément envie de ça. Et cette vie de photographe me plaisait. Voilà, il y a un côté très proche des animaux, d'exposer, d'être vu par beaucoup de gens, et ça me plaisait. Et donc je suis devenu photographe et non pas scientifique. Et pour gagner ma vie, j'étais pilote de montgolfière, donc j'ai découvert la photographie aérienne, l'importance du territoire. C'est là que tout d'un coup vous êtes dit mais pourquoi, mais c'est aussi l'époque où on n'avait pas comme aujourd'hui sur tous nos téléphones la Terre vue du ciel, sur Google Earth. À cette époque-là, la photographie aérienne n'existait pas. Il y avait quelques photos de satellites, et donc et la Terre est certainement beaucoup plus belle vue d'en haut que d'en bas. Voilà, ça écrase un peu. Et puis c'est très graphique, donc c'était une façon de voir nouvelle, et voilà, et je me suis embarqué là-dedans. Ça a été un peu un des cheminements de ma vie, de parler de la Terre vue du ciel, de la beauté du monde, et par la suite, dans les années, après avoir fait ce travail sur la Terre vue du ciel, je suis bien sûr devenu un activiste beaucoup plus engagé jusqu'à ouvrir une fondation pas très loin de l'Ambroise-Paré à Boulogne, qui est tout près, la fondation Good Planet, qui est un endroit gratuit, ouvert à tous, et que je recommande à tout le monde de venir. Voilà. Et je voudrais juste, vous dites, on vole l'herbe des antilopes, donc pour rappel, c'est la famille des ruminants sauvages, pour faire pousser du blé, du maïs et de l'orge. Alors pourquoi, selon vous, il y a ce dénigrement du monde animal? Non, c'est pas un dénigrement du monde animal, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur Terre, qu'on mange de plus en plus de viande, qu'on a besoin d'avoir de plus en plus de céréales, en partie pour nourrir nos animaux, et pour nourrir aussi les hommes. Et donc ces zones libres au Kenya, qui n'avaient pas été cultivés, le sont aujourd'hui. Donc ces endroits où les animaux pouvaient paître d'une façon en liberté, on leur a volé les endroits. Un peu comme en France. En France, il y a très peu d'endroits sauvages, de plaines, où les animaux peuvent aller. Les cerfs, les biches sont devenus des animaux de forêt parce qu'on leur a volé leur plaine. Voilà, exactement, bien sûr. C'est pas un animal qui est fait pour vivre en forêt. Le cerf et la biche, il est fait pour vivre dehors. C'est un ruminant qui mange de l'herbe. Voilà. C'est ça, c'est fou ça.
Ouais. C'est fou. Et d'ailleurs, j'ai un rêve, c'est de remettre des cerfs et des biches dans le bois de Boulogne. Alors, je ne sais pas si ça se fera un jour, mais Ah, génial. j'adorerais, oui, pouvoir que les gens embrassent pareil, puissent voir des cerfs et des biches de loin qui passeraient. Moi, j'adorerais pouvoir avoir des cerfs et des biches remonter l'avenue Foch. Ouais, sans avoir peur de se ça- faire tuer par des chauves. Mais surtout, le Ça, problème, c'est c'est un que beau défi, l'animal sauvage, ce qui est d'ailleurs fantastique au Kenya, qui m'a beaucoup plu tout de suite, c'est cette espèce de harmonie entre moi, ma famille qui était là, et les animaux autour de moi. C'est-à-dire que l'harmonie, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, les animaux vivent sans avoir peur de l'homme. Et Ouais. pour un photographe, c'est absolument génial. Ouais. Pour étudier les animaux, c'est formidable. Ouais. Et je rêverais que les animaux en France ne soient pas chassés de cette façon, soient beaucoup plus respectés, afin que tout animal sauvage aujourd'hui a peur de l'homme, quoi, tous. À Ouais. part le pigeon, le goéland et Et peut-être encore, les rats. le pigeon, je crois qu'il a peur des. À Voilà, Paris, voilà. les pigeons sont Voilà, assez- donc aujourd'hui, il y a une espèce d'inquiétude permanente dès qu'on C'est ça. s'approche de l'homme, parce que c'est un danger, et je le regrette. Voilà. Ouais, c'est ça. Et bah, du coup, ça fait. Je voulais vous en parler après, mais là, on en parle maintenant. Votre maison, vous l'aviez construite au Kenya. Est-ce que vous savez si elle est Ah bah, encore habitée La par maison de- existe encore, c'est encore la maison des pilotes de Montgolfière. Ah, d'accord. Bah, c'est quand même ça, la maison a été faite il y a 40 ans, elle a peut-être été. Je Ouais. vois. Vous n'êtes pas retourné depuis. Je suis retourné plusieurs fois, mais la dernière fois que je tournais, il y a une dizaine d'années, la maison existe encore, bien sûr. D'accord. Mais il n'y a plus personne que je connais là-bas, tous les gens. Ouais. Moi j'ai 75 ans, voilà, tous les gens ou sont morts, ou sont Ouais. partis. Donc je me sens un peu étranger là-bas quand j'y vais. D'accord. Vous dites ce n'est pas la terre que nous devons mourir, c'est notre vision du progrès. Oui, on est dans un Comment ? progrès, c'est-à-dire que le pétrole a été un accélérateur de progrès incroyable. Oui. Un exemple, en 1850, 2 Français sur 3 travaillaient dans les champs. 2 sur 3. Ouais. Et on pense que les vacances scolaires étaient faites en juillet pour que les enfants puissent travailler dans les champs. Aujourd'hui, un agriculteur tout seul, il travaille sur 300 hectares avec son tracteur. Ouais. Voilà, Tout à donc fait. c'est un accélérateur de progrès avec les engrais, avec les pesticides. Dans le film, on le dit bien, par personne, il produit 500 fois plus. C'est dingue cette histoire. Ouais, c'est Donc, dingue. voilà. Pareil pour tout ce qu'on fait, le voyage, avant, pour aller à Tahiti, il fallait 3 mois. Ouais, Ou bien 4 sûr. mois, aujourd'hui on le fait dans la journée. Ouais. Là, ça a été un accélérateur de progrès formidable, et ce progrès, dû à l'énergie fossile, est en train de nous tuer. Hier, dans Le Monde, il y a eu un papier sur l'AFP, qui a fait un papier sur l'augmentation du CO2. Il faut imaginer que la concentration de CO2 dans l'atmosphère aujourd'hui correspond à une époque, il y a 4,5 millions d'années, Ouais. à l'époque où l'eau avait monté de 20 mètres. Ça veut dire que l'eau va monter de 20 mètres Oui. dans les années qui vont venir. Alors ça va pas être dans les années qui viennent, Ouais, bien sûr. des dizaines d'années prochaines, que les gens qui naissent maintenant verront un monde différent d'aujourd'hui. Et ça a transformé notre climat. C'est-à-dire que les climatologues vous disent aujourd'hui que le climat qu'on a eu pendant 20 000 ans est parti à jamais. C'est incroyable de penser à ça. Oui. Et en même Même temps, la perte des espèces. et en même temps, oui, c'est ça, ça va ensemble. Ouais. La vie, c'est un ensemble. Il n'y a pas d'un côté Oui, bien le sûr. dérèglement climatique, à côté, c'est ça, c'est un ensemble complet. Tout ça est lié. Et aussi, ce qui est incroyable, c'est qu'on sait qu'on pourrait arrêter d'émettre des CO2, il suffirait de réduire de 5% nos énergies fossiles tous les ans, et on est incapable de le faire. Donc ce qui est assez fascinant, c'est qu'on est devant une vérité reconnue, avérée, Factuelle. confirmée par les scientifiques, et on est incapable de bouger parce qu'on est tous accros à la croissance. Et pourquoi ? Parce que les gens qui sont à l'hôpital le savent, la santé est gratuite en France, et la santé gratuite existe grâce à la croissance. S'il n'y avait pas de croissance, s'il n'y avait pas un monde, l'école, les routes, tout c'est payé en grande partie par la croissance, et c'est un prix à payer. Alors, c'est pas tout exactement comme ça, mais les lois sociales qu'on a en France sont en grande partie financées par la croissance. Ouais. Et cette croissance, cette religion de la croissance, cette tyrannie de la croissance, il faut qu'on en sorte. Et en même temps, il faudra ça qu'on apprenne à avoir moins d'emplois, à vivre mieux avec moins, moins consommer, de tout, quoi, voilà. C'est très difficile à assumer, surtout moi qui suis un privilégié. Moi, je suis un privilégié, je vis bien ma vie. Il y a des gens qui ont besoin de la croissance, et il y a beaucoup de pays, surtout, qui ont besoin de la croissance aujourd'hui. Il faut savoir que 70% du CO2 est émis par 10% de la population du monde. Quand tu penses ça, voilà, un gars qui est au Bangladesh, qui souffre aujourd'hui du changement climatique, n'émet que chaque année que 0,3 tonnes de carbone par an. Un Américain en émet 20 tonnes. Ouais. Bangladesh, 0,3. Un Français, 12 ou 13 tonnes. Voilà, on n'est pas aussi fort, mais aussi on importe énormément de choses, donc on achète, il y a du carbone qu'on laisse en Chine ou qu'on laisse ailleurs, voilà. Bien sûr. Et alors, est-ce qu'on pourrait simplement parler des 2 affiches de votre film ? Oui. Donc, je décris ça. On vient d'en parler, ça c'est le Bangladesh, une dame qui est en train de pêcher au Bangladesh. C'est au Bangladesh. Et comment ça se fait que c'est noir là ? C'est de la vase. Il faut savoir que le Bangladesh, c'est un énorme delta
donc très très bas du niveau de la mer. C'est le pays qui souffre aujourd'hui plus du changement climatique. Il est bloqué entre les glaces qui fondent de l'Himalaya et la mer avec les cyclones. Il y a des maisons anticyclones partout qui ont été faites en bas de Bangladesh. 160 millions d'habitants, 160 millions d'habitants, un des pays les plus pauvres du monde, qui est en train de souffrir aujourd'hui du changement climatique. Et je pense que les grandes migrations migratoires n'ont pas encore commencé. C'est des pays qui sont encore viables. Il y a une grande résilience. On arrive à vivre, c'est difficile, c'est un peu dans la survie. Mais en même temps, le jour où ces pays ne seront plus viables, eh bien ces gens viendront chez nous. Et donc, il faut s'attendre à avoir des gros mouvements migratoires et on ne pourra pas l'arrêter. Ce qui s'est passé à Ceuta, au Maroc dernièrement, où des milliers de jeunes ont envahi les enclaves espagnoles, montre bien qu'aujourd'hui, et surtout ce qui était incroyable, c'est qu'aujourd'hui, Internet véhicule ce mirage du monde dans lequel on vit extraordinaire, où on vit bien. Tout ça, voilà. Et quand tu vis en Éthiopie, au Mali, au Bangladesh, et que tu vis en mode survie, et que tu connais tout ça, parce que tout le monde aujourd'hui a Facebook, ils savent, par Internet, tout est là. Ils ont des copains qui sont ici, qui leur disent c'est formidable, mon salaire, c'est le salaire d'un ministre sur place. Donc qu'est-ce que tu veux? Quand tu vis dans un pays où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'éducation, quoi, tout ça fait que tu n'as qu'une envie, c'est d'aller dans ce paradis. Et tu sais que ça va être difficile, tu sais que le voyage va être compliqué. Il y a quand même 2500 personnes qui sont mortes l'année dernière en Méditerranée. Mais tu prends risque, tu n'as pas le choix. Et je pense que si on était là-bas, on ferait exactement la même chose. Je pense qu'il faut apprendre, ça ne sert à rien de mettre des murs, des barrières, bien sûr. Toutes ces choses véhiculées par l'extrême droite ne sont pas censées parce qu'on ne pourra pas l'empêcher. On ne pourra pas empêcher, on vit dans un monde mondialisé, nos nouvelles sont mondialisées, notre nourriture est mondialisée, notre exportation, on vit grâce aux importations. On ne peut pas fermer les frontières, dans ce cas-là on ferme tout, on s'enferme sur nous-mêmes et c'est pas possible aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais du coup, selon vous, comment... Finalement, votre film, ça peut être un électrochoc pour ça. J'en sais rien, tu sais, non, mais moi, je suis pas un futurologue. J'adorerais avoir la solution, mais personne ne l'a, la solution. Comment l'idée, en tout cas, je suis en train de faire un film qui s'appelle en ce moment France, une histoire d'amour. J'essaye d'expliquer tout ce qu'il y a de bien en France, qui est formidable en France. Comme je voyage plus, je me suis recentré sur mon pays. Et j'ai fait des photos pour l'arrivée de la Coupe du Monde. Photo que j'aime beaucoup. Une photo qui est en haut de l'Arc de Triomphe, où tu vois toutes les artères. Il n'y a plus de bagnoles, il n'y a plus de rue, il n'y a que du monde. C'est assez impressionnant parce que tu ne reconnais pas. C'est noir de monde. Il y a 2 millions de personnes qui attendaient fêter l'arrivée de la Coupe du Monde. Et en fin de compte, tu t'aperçois que quand il y a la marche pour le climat, on est 20 000. Et quand il y a l'arrivée de la Coupe du Monde, on est 2 millions. Le jour où on sera 2 millions dans la rue, ça veut dire qu'on aura compris et tous on sera prêt à faire un effort, à partager. Il faut qu'on apprenne à partager. Bien sûr que si on fait comme ça, les gens qui sont riches devront partager, les gens qui ont moins. Et je pense que partager, ça peut te rendre un peu plus heureux. Voilà. Je pense qu'agir rend heureux. Il ne faut pas avoir peur de donner, de partager. C'est ce que je dis aux donateurs de ma fondation. C'est comme toujours besoin d'argent, puisqu'on est gratuit, ouvert à tous. Mais c'est important de savoir que donner, partager, ça te rend meilleur. C'est vrai. Je voudrais simplement savoir, parce que ça a dû être délicat de faire un film qui montre la catastrophe, mais sans impliquer les lobbies, les politiques. Est-ce que c'était un exercice d'équilibre? Non, pas du tout, parce que je fais partie de ces gens, je me fais beaucoup attaquer là-dessus. Total, par exemple, on parle du lobby de Total. Bon, d'abord, Total travaille avec des pays qui ne sont pas formidables. L'Arabie Saoudite, le Birmanie, c'est des pays pas démocratiques, où la corruption, et voilà, le droit de la femme, entre autres. C'est comme des pays où... Et malheureusement, la mission de Total, c'est de ramener de l'essence au pays, ramener du pétrole. Parce que si demain, il n'y a plus d'essence dans le pays, en France par exemple, tout s'arrête. Quand on parle des circuits courts, au bout de 3 jours, il n'y a plus rien à bouffer à Paris. S'il n'y a pas les camions, pas d'essence. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc ils ont leur obligation de le faire. Alors ce qu'il faut, c'est qu'ils le fassent bien. Et ils ne le font pas toujours bien. Mais on ne peut pas reprocher à Total de vendre de l'essence. D'ailleurs, ça fait très longtemps, et je leur dirai encore tout à l'heure, que je demande que sur toutes les pompes à essence, il y ait écrit « Attention, cette essence, c'est de l'énergie fossile et ça participe au dérèglement climatique. Économisez-la. » Eh ben, ça fait 2 ans que j'en parle à Total, c'est précieux. Et personne j'ai pas de réponse. Donc je vais le redire encore à tous les employés Total. C'est une très bonne idée, juste de coller ça. Et alors, donne un exemple. Les industriels ne sont pas responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Ils en sont en partie, bien sûr. Mais nous aussi, on est partis parce qu'on achète leurs produits. Quand tu mets de l'essence dans ta bagnole, on ne peut pas reprocher à Total de faire ce qu'ils font parce que tu achètes leurs produits. Et puis en même temps, les politiques, l'homme politique, c'est que le reflet de ce que nous sommes. L'homme politique, il a été élu pour rendre les gens heureux. Et rendre les gens heureux, oui, mais il y a c'est un manque de courage politique. Et puis la réalité les rattrape. C'est tellement compliqué de changer notre civilisation. Ils essayent. Nicolas Hulot me disait que quand il a été au gouvernement,
Il a fait 2000 réunions en 2 mois. 2000 réunions. T'imagines 2000 réunions, la tête que tu as, tu sais plus où t'en es. Et avec chaque fois, et dès qu'il y avait des décisions importantes, de réflexion, de prendre du moment pour soi, tu n'as pas à le prendre. Et en même temps, dès qu'il prend une décision, tu as des pressions de partout. L'homme politique aujourd'hui, et regarde Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il gère les pressions toute la journée. C'est l'usine qui ferme, c'est les mouvements écologiques, c'est le MEDEF. Il est en train de gérer, c'est son métier, c'est de gérer et de contenter tout le monde. Voilà, et il y a certainement un manque de courage politique de dire ce qui est en train de se passer et de dire, voilà ce qui est en train de se passer, mon rôle, ma responsabilité, voilà ce qu'on doit faire. Si vous ne voulez pas le faire, ne me prenez pas moi, parce que moi, je dois le faire. Et quand dans le film on dit qu'on doit réduire de 5% notre consommation d'énergie fossile, c'est ce qu'on devrait faire. Le problème, c'est que si la France le fait tout seul, c'est pas, là, ça veut dire qu'on met notre économie en danger. Et voilà. Mais en même temps, je pense qu'on devrait le faire. Et si tu veux, toutes ces COP, toutes ces grandes réunions, quand par exemple l'Europe dit en 2050 on va être neutre en carbone, mais il ne faut pas oublier que la Pologne ou la Tchécoslovaquie, c'est des pays qui sont à 80% dépendants de l'énergie du charbon pour leur électricité. Comment tu vas faire si on ne construit pas de centrales nucléaires ou à mettre des éoliennes ou des panneaux solaires partout? Ça ne va jamais marcher. Donc si tu veux, il y a une espèce de déni, de dire des choses, puisqu'en 2050, tous les gens qui sont tout ça là, ils sont 3/4 sont morts ou à retraite. Donc voilà. Donc on signe des choses de bonne foi, je pense, quelque part, en sachant derrière on ne pourra pas le tenir. Et c'est ce qui se passe pour les COP et pour le reste. Alors, donc les hommes politiques, ils se font leur rôle, mais leur homme politique, il est complètement... il a sa vision électorale, c'est son métier. Son métier, c'est aussi d'être élu. Ouais, c'est son métier. C'est peut-être ça aussi. Voilà, exactement. Et ce métier d'un homme politique, c'est d'être élu. Et être élu, c'est pas de choquer les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, demander une décroissance, c'est se mettre en danger. Bien évidemment. Il faut aussi savoir déplaire pour le long terme. Il faut savoir dire non, il faut savoir être courageux, mais quand tu as dit ça, comment tu l'organises, quoi? Comment tu organises un pays sur une décroissance? C'est une réorganisation complète du pays, avec moins de gens riches, plus d'impôts sur ceux qui gagnent, peut-être un salaire universel, j'en sais rien, mais moi je ne suis pas à faire ça, mais il y a quelque chose forcément à faire. Et puis les sacs à plastique doivent être payants. Quand tu les payes, ça change tout. Du coup, les gens cher. C'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Je voulais juste vous parler de votre engagement par l'image. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est les alignements de serres avec les plantages de pesticides à perte de vue au Kenya. Et c'est vrai que quand on a l'image de l'Afrique, on n'a pas cette image-là. Enfin, on ne voit pas assez ça. Donc ça, c'était vraiment culotté, courageux de faire, de montrer au Kenya, c'est ça. Non, mais moi, je ne suis pas courageux. C'est que c'est ma nature. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, quand tu achètes des fleurs, c'est pour ça que les fleurs sont interdites dans les hôpitaux, tu sais ça. Toutes les fleurs, l'hiver, encore maintenant, une grande partie, viennent d'Afrique. Les fleurs viennent du Chili. Oui, ça vient plus d'Amérique latine. Ouais. Ah non, mais Éthiopie, Chili, Kenya, c'est dans mon film. Tu n'as pas regardé mon film à fond alors? Si, parce qu'on parle des fleurs, justement. On parle des fleurs. J'ai vu ça, mince, pas des fleurs. Je parle des fleurs, justement, dans les serres. Et il faut savoir que ces fleurs, c'est absolument pas écolo. Elles sont bourrées de produits chimiques, mais bourrées, puisqu'on ne les mange pas. Et quand tu mets ces fleurs dans les hôpitaux, c'est bon. C'est une des raisons pour lesquelles les fleurs sont interdites dans les hôpitaux. C'est bourré de produits chimiques. Voilà. Et quand on achète des fleurs l'hiver, il faut essayer d'acheter des slow flowers, c'est des fleurs qui soient... Là, je viens de faire une très grosse pub avec Guerlain avec des fleurs, et on s'est vraiment battu pour qu'on filme des fleurs cultivées en France. Ah bah oui, c'est ça, c'est aberrant. Et alors moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'à un moment donné, on voit des bâtiments qui de loin pourraient ressembler à des logements sociaux et qui sont en réalité des élevages concentrationnaires de cochons. Pour moi, c'est un peu pour moi, c'est très difficile. Et donc, c'est en Chine. Et je voulais savoir, est-ce que vous aviez une autorisation de filmer ça? Non, alors... Est-ce que c'est compliqué de filmer ces images où les Chinois ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font? Non, mais... Tu aurais pu filmer les élevages français qui ne sont pas mieux. Exactement, je peut-être voulais que vous dire, les élevages, là, je suis en train de lire les algues vertes en Bretagne, les algues vertes, c'est un bouquin génial qui l'explique bien, toi. Voilà. Ouais. Donc la différence, c'est que là, c'est mis en hauteur pour des questions de territoire. Ils le mettent dans la montagne loin parce que ça pollue énormément. Donc, toi, ils essayent de limiter les merdes de cochons. C'est pour ça qu'ils le font très loin dans la montagne. Mais ça sent très mauvais aussi. Non, mais on est dans un monde industriel et dès que tu manges du cochon en France, malheureusement, la tranche de jambon derrière, ça n'a pas été fait d'une façon correcte. Moi, j'ai très longtemps, et de ce que j'adore ça, j'adore le prosciutto, j'adore le jambon, j'adore le pâté, mais j'en mange plus du tout depuis des années. Dès que tu manges un tranche de jambon, tu participes à ce truc-là. Alors c'est compliqué parce que c'est des élevages qui sont nourris avec du soja, une grande partie en soja qui arrive du Brésil. Tout là-dedans est aberrant, ridicule. Mais le système est là. Et un paysan qui aujourd'hui, qui a 1 hectare, il n'a qu'1 hectare.
il n'y a pas plus de terre. Bah, sur 1 hectare, tu peux élever des centaines de cochons sur du ciment. Ouais. Donc tu fais ton élevage de cochons, bah, voilà, tu étais endetté, c'est très difficile de changer. Donc c'est vraiment un truc, et ils ne travaillent pas 35 heures par semaine, ils travaillent dans la merde, c'est le cas de le dire, quand l'élevage de cochons comme ça mauvais, c'est pas un métier marrant. Je ne sais pas s'ils sont très contents de faire ce métier, s'ils sont fiers de leur métier, mais en tout cas, je pense qu'il faut les aider à changer, et rapidement. Il ne faut pas attendre. Et c'est bien de montrer ça, parce qu'on en parle très peu quand même, je trouve. Oui, ces élevages industriels de cochons. On en parle beaucoup. Hein. Moi, je suis très proche. Oui, bien sûr. Moi, je suis très proche d'eux. Là, je trouve que c'était bien dans votre mais film ça devient ridicule. De passer ces images-là, en fait. Mais tu as vu les élevages de veaux? Oui, vu les veaux, voilà, c'est ce que je voulais dire. En États-Unis, mais nous, on a pareil aussi en France. Oui, mais alors ça appartient à Danone, par exemple. C'est l'élevage de veaux. Voilà. Aux États-Unis? Oui. Ah, ouais? Je ne l'ai pas dit dans le film, je ne voulais pas le dire. Ouais, mais toi, ça élève. Moi, je ne suis pas végane, je suis végétarien. Mais quand tu bois du lait, du fromage comme moi, il faut savoir qu'une vache, d'abord, alors je vais vous raconter un peu l'histoire des vaches laitières. Ah oui, les vaches laitières, une vache laitière, normalement, une vache, ça vit jusqu'à 14-15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, une vache laitière Holstein, qui est la vache, voilà, même pas, je ne sais même pas si elle atteint 6 ans. Dès qu'elle a fait plus de 4 lactations, elle part à l'abattoir parce qu'elle produit moins. Le prix du lait est tellement bas que les éleveurs sont obligés, dès qu'une vache produit moins, de la supprimer. Ce qui est complètement con. C'est pour ça qu'il faut souvent acheter, je conseille d'acheter le lait, le beurre de C'est qui le patron, où le prix est vraiment bien payé. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une vache, pour faire du lait, elle doit faire un veau tous les ans. Elle fait un veau tous les ans. Si c'est un veau mâle qui apparaît, ben le veau mâle, où il est tué à la naissance, il ne vaut rien du tout, 10 ou 20 euros, 30 euros. Ça part à l'abattoir ou engraissé. Voilà, et donc quelque part, même on se dit, moi je suis végétarien, mais même malheureusement, il faudrait presque être végane. Je crois qu'il ne faut pas aller jusque-là, mais ce qu'il faudrait, c'est acheter des gens qui respectent, où les vaches vivent longtemps. Voilà, il faudrait savoir. Je sais qu'il y a des gars. Oui, on a moins besoin. Voilà, il faudrait savoir quel est les élevages en France. Surtout, c'est pas bon, d'ailleurs, c'est pas bon. Mais le fromage, c'est bon. Le vin, c'est bon. Il y a du fromage vegan et je vous recommande vraiment. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Le Rouillé, c'est mon nom de famille et vraiment, il est délicieux. C'est un camembert qui s'appelle Le Rouillé. Ah, d'accord. Et je vous jure qu'il fait. Parce que le camembert, c'est bon. Hein. Ouais, non, mais. C'est vraiment emmerdant parce qu'on se dit, on s'aperçoit qu'il y a toujours un prix à payer à tout, et que rien n'est gratuit, quoi. Chaque fois, il y a quelque chose derrière. Et vegan, moi, j'ai pas envie d'être vegan, mais on devrait l'être, voilà. Ouais. Et donc, c'est pas si compliqué pour les auditeurs. Moi, je suis vegan depuis 20 ans. Ouais, mais c'est compliqué. Mon fils était vegan avant, c'est compliqué de faire la bouffe, quoi. De faire tes courses, faire les courses vegan, s'il n'y a pas de magasin bio à côté de chez toi, c'est compliqué. Ah ouais, moi, je sais à vélo. Je voulais simplement vous parler du compositeur français Armand Amar. Ouais. Il ne travaille que quand le film est fini, monté. D'accord. Pour faire la musique, il faut qu'il s'inspire des images. Il peut pas. C'est pas un créateur comme ça en l'air. Voilà, il a besoin de. C'est les images qui lui permettent d'écrire la musique. Et c'est un excellent musicien. Et à la Fondation Blue Planet, il y a toute sa collection d'instruments de musique. Il y a ses milliers d'instruments. Mais alors, votre credo, c'était témoigner de la beauté du monde et tenter de la protéger la planète Terre. Alors, le livre s'est vendu à 4,2 millions d'exemplaires, 27 langues. Mais c'est les livres avec ses produits dérivés. Voilà. Ensuite, vous avez fait donc l'émission un peu plus tard, Vue du ciel, qui a été diffusée dans 49 pays. Donc, 27 langues, 49 pays. Ça veut dire qu'il y a un engouement pour la protection de la planète Terre et pour Non, c'est un engouement pour notre façon qu'on avait de travailler. Voilà, c'est-à-dire qu'on a montré la Terre d'une façon différente. Et l'émission Vue du ciel, par exemple, a été, je crois que l'émission la plus vendue à l'étranger de France Télévisions. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, ça leur parle. Bien sûr. Donc pourquoi, selon vous, il n'y a pas un changement plus... Parce que de toute manière, le changement, il doit être individuel de toute manière. On n'a pas le choix. Je n'ai pas la solution. Est-ce que vous pouvez nous parler vous entendez par l'écologie humaniste ? L'écologie humaniste, c'est une écologie où on aime la vie autour de soi, quoi. C'est-à-dire aimer la vie, c'est aimer les gens. C'est pour ça qu'à la Fondation, il y a non seulement on parle du changement climatique, on parle des abeilles, on parle d'une école de cuisine, on met des films, des conférences, mais il y a aussi les bateaux de réfugiés qu'on a emmenés là-bas. On a fait ce film Woman et notre prochain film va s'appeler, c'est un film sur les réfugiés. Voilà. D'accord. Voilà, donc, vous avez déjà le titre, non ? Non. Ça va venir après, ça va émerger comme ça. Non. Ouais. Les réfugiés me passionnent, m'intéressent. On s'occupe beaucoup de réfugiés, on est très impliqués là-dedans, c'est pour ça que j'ai des histoires à raconter. Je voulais parler de l'héritage que ma génération laisse aux autres, et je pense qu'on n'a pas fait ça exprès, on n'a pas été méchant en consommant, tu vois, c'est pas été quelque chose de compris,
Mais aujourd'hui, c'est quand même l'héritage qu'on laisse à nos enfants. Et l'idée, c'est de dire, c'est pas aux enfants de régler ce problème, c'est à nous tout de suite. Voilà. Il ne faut pas demander aux enfants, moi j'ai des écoles qui portent mon nom, c'est pas demander aux enfants, les enfants, tu vas dans les écoles, il y a marqué sauver la planète, trier les déchets. Mais non, il ne faut pas demander aux enfants. Ils viennent d'arriver. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, il y a une espèce de déprime. C'est assez étonnant, il y a une déprime généralisée chez certains adolescents que j'ai senti, mais très forte. Quand tu parles d'un adolescent de la 6e extinction, que tu vois les journaux, comment un gosse ne peut pas être déprimé? Comment tu ne peux pas être déprimé? C'est là où la petite Greta est très visionnaire. Parce que Greta, elle a compris. Oui, mais elle souffre même, elle a compris. Sûr, elle a compris ça, parce qu'elle lit les chiffres, et elle fait confiance aux scientifiques. Et nous, on ne fait pas confiance, on ne veut pas croire ce qu'on sait, on ne peut pas le croire. Voilà, elle le sait vraiment. Nous, et quand on sait et qu'on le croit, on n'est plus le même. Voilà. Ah oui. Ok, bon, je passe des questions. Oui, alors juste la nature, considérée comme un obstacle, hein, c'est antinomique. Alors en ce moment, je suis en train de faire un film sur la biodiversité. Ah, très bien. Parce que j'en avais envie C'est drôle que je lisais un papier il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui disait « il y en a marre de parler de changement climatique, j'ai envie d'être émerveillé ». Et c'est drôle parce que quand tu fais un film sur la biodiversité, ça te met en face de ta méconnaissance. Tu connais rien, moi je connais rien du tout. Je croyais connaître et je connais rien. Il y a un livre qui vient de sortir formidable qui s'appelle « Vol au crépuscule » d'une ornithologue américaine. J'écoutais Le Masque et la Plume l'autre jour, ils en parlaient très bien. Et ils étaient tous dithyrambiques sur le livre, donc évidemment je l'ai commandé hier. Et il y a une chose qui est très triste, il dit s'intéresser, je ne sais plus les mots exacts, mais il dit s'intéresser à la faune et la flore autour de soi, c'est savoir qu'on va aller vers une immense tristesse. Voilà, c'est ça qui est terrible parce qu'on a perdu 70% des insectes volants, on a 30% des oiseaux. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Je veux dire, on fait un film formidable parce qu'on a demandé à tous les gens en France qui tournent des animaux, nous envoyer des images. Donc on a reçu 150 heures de rush des naturalistes, des gens passionnés, le mec est facteur et qui depuis 10 ans filme les chauves-souris et on va faire un film avec ça. Donc c'est vraiment un film, tu vois, cathédrale, on va prendre un peu tout le monde pour montrer ce qu'ils font. En fin de compte, j'ai commencé à m'intéresser à ça pendant le confinement où je me suis intéressé au virus, qu'est-ce que c'est, pourquoi, et donc j'ai essayé de comprendre quel était le lien qu'il y avait entre tous les animaux, et plus tu rentres là-dedans, moins tu comprends, parce que, par exemple, les champignons et les arbres, c'est incroyable, les arbres ne vivent que grâce aux champignons. Il y a des champignons qui envoient leurs filaments, je sais pas quel est le mot exact, il y a un champignon américain qui envoie ses filaments à 50 km d'où il est. T'imagines? Donc l'arbre, il est nourri. Et il y a un échange entre... et ça, c'est tous un échange entre les champignons, les insectes. En fin de compte, il y a une espèce d'harmonie incroyable qui vit. Et nous, on est complètement détachés de tout ça. Dans un chêne, il vit des milliers d'espèces qui s'échangent. Quand tu commences à regarder ça, tu te mets devant un monde inconnu que tu n'imaginais même pas. Tu te dis, mais je connais rien. Et rien que savoir que dans ton ventre, tu as 2 kilos de bactéries. En fin de compte, on n'est qu'une enveloppe pour nos bactéries. Hein. On fait vivre à l'intérieur les bactéries doivent penser qu'on n'est qu'une enveloppe, on n'est qu'une atmosphère. On est là que pour les nourrir. Quoi. Et ceux on se nourrit avec les bactéries. Tout ce qu'on mange est digéré. L'intelligence de la nature, de la vie, est incroyable. Nous, on arrive au bout de 4 milliards d'années d'évolution. Quoi. Donc on est une machine inouïe. Toi. Quand tu vois à quoi ressemble une mouche, l'œil d'une mouche, comment c'est fait, tu l'écrases une mouche, mais tu écrases une œuvre d'art, quoi. C'est écrases un truc qui a été fabriqué pendant des millions d'années et qu'on est incapable de refaire, incapable de voir. Je suis assez épaté par ça en ce moment. Ouais, l'intelligence, leur façon de communiquer. Et alors vraiment la dernière partie, c'est brièvement, donc la fondation Good Planet. Comment vous est venue l'idée de créer cette fondation au Bois de Boulogne? Parce que c'est génial, hein, moi j'y suis allée. Alors la fondation, c'était un peu un rêve, un peu utopique de créer un endroit où règne la gentillesse, la bienveillance, où on parle gentiment aux gens, où on essaye d'expliquer ce qui est en train de se passer sans agressivité. C'est un endroit qui est ouvert à toutes les ONG du monde qui viennent défendre SOS Méditerranée peut venir, Greenpeace peut venir, voilà. C'est un endroit qui est ouvert et et tout le monde vient là-bas parler et ça nous a été prêté par la ville de Paris, donc on a pris le lieu pour 30 ans, donc c'est génial. Et c'est gratuit, ça c'est important. Et alors, une question un peu personnelle, quelle est votre dose d'optimisme et de pessimisme et comment vous faites pour gérer vos émotions? Parce que quand par exemple vous filmez la forêt qui brûle ou encore les alignements de ces box, de ces veaux, comment on fait pour gérer... Alors, les forêts qui brûlent,
du film, comme les box, ont été filmés par des dronistes, des drones qu'on a commandés. C'est-à-dire qu'on a commandé ces images des gens, donc je ne les ai pas filmés moi-même. Moi, je suis capable de pleurer quand tu vois la fin du film Legacy, tu vois, je suis à la limite. Hein, moi, j'avais déjà entamé le paquet de mouchoirs. Et de parler de la fin du monde, quand tu parles de tes enfants, tes petits-enfants, et quand tu sais ce qui se passe, tu sais qu'on ne va pas pouvoir l'arrêter et qu'on est bloqué dans ce système, maintenant, il faut savoir pleurer. Je n'ai pas honte de pleurer, moi, je suis un homme qui sait pleurer. Non, mais heureusement quelle émotion. Non, mais d'abord, il faut savoir que tant qu'on est en vie, c'est génial. Voilà. De toute façon, d'être pessimiste, c'est d'être un imbécile malheureux, et d'être optimiste, c'est d'être un imbécile heureux. Moi, je préfère être un imbécile heureux. Voilà, ça me paraît plus facile. Et puis, pour finir cette interview, moi, je suis un peu obsédé aujourd'hui. Quel sens on donne à sa vie, tu vois ? Quel est le sens de sa vie ? À quoi on sert, quoi ? Est-ce qu'on a un métier utile ? Est-ce qu'on est heureux dans ce qu'on fait ? Et sans doute, ce qu'on n'apprend pas assez à l'école, c'est pourquoi où on va être bien, quoi. C'est apprendre à se connaître soi-même. Parce que personne ne va te dire ce que tu es. C'est toi qui sais qui tu es. Et on ne t'apprend pas à l'école d'avoir ces clés-là. Quel métier va te plaire ? On va tous travailler pour gagner notre vie. Et autant faire un métier. Oui, mais ça prend du temps, oui et non, parce que moi j'ai découvert quand j'avais 20 ans, parce que j'ai découvert une femme que j'aimais, m'a emmené dans un endroit, et j'ai compris que la nature c'était mon truc. Mais on n'est pas des citoyens qui devons absolument être utiles à l'économie du pays. On peut choisir ce qu'on veut faire. Voilà, et on peut avoir beaucoup besoin d'ingénieurs, mais si t'es pas fait pour être ingénieur, il ne faut pas que tu sois ingénieur, c'est un autre métier. Voilà. Ce matin, j'étais à l'hôpital soigné par une infirmière, et bien, soigner des gens, c'est quand même assez formidable, tu vois. Voilà, ça a du sens. Et le sens qu'on donne à sa vie, est-ce qu'on est utile ? Il y a beaucoup de gens qui ont des métiers qui ne sont pas utiles. Et ça ne doit pas être marrant, ça, tu vois. Ça doit pas être marrant. Et le monde actuel nous permet de donner du sens à notre vie. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à combattre, tellement de choses à donner, à partager. Et c'est très nouveau, je pense que, peut-être que je suis tombé dedans dernièrement, mais quand j'avais 20 ans, on n'était pas... Bien sûr, on parlait de pauvreté, bien sûr, on parlait d'écologie, bien sûr, on parlait d'entraide. Mais il y avait déjà l'abbé Pierre qui était... Mais si tu veux, c'était quelque chose qui était... pour moi, qui était un peu étranger, quoi, voilà, sur le côté. Et moi, j'ai ma tante qui a 102 ans, qui a une maison de retraite, qui est brillante et tout. Et quand je vais à la maison de retraite, je lui dis, mais comment tu fais pour, dès que j'arrive te voir, t'es toujours enjoué, t'es bien. Elle me dit, Yann, c'est pas difficile, je pense pas à moi, je pense aux autres. Elle me l'a dit comme ça. Et toute sa vie a été basée là-dessus. Et s'occuper des autres, te rend plus heureux, j'en suis persuadé. Et mourir avec le sourire, c'est-à-dire c'est accepter ta mort et accepter la vie que tu as. Et accepter la vie que tu as eue, il faut que tu aies une vie qui soit riche, que tu aies donnée aux autres. Je ne pense pas que tu peux avoir une vie heureuse si tu ne partages pas avec les autres. Donc voilà, partageons et essayons tous de mourir avec le sourire. Ce qui n'est pas facile, j'en suis sûr. Très bien, merci beaucoup Yann Arthus Bertrand. Merci à toi. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette émission spéciale. Un grand merci à Yann Arthus Bertrand et à toute son équipe pour votre accueil. Votre témoignage nous enjoint à préserver l'environnement et les animaux qui peuplent notre planète Terre. Et vous, si vous n'avez pas encore vu Legacy, notre héritage, n'hésitez pas à le visionner. Maintenant que vous en connaissez un peu plus sur la fragilité de notre planète Terre et sur l'ensemble des êtres vivants qui y vivent, vous pouvez être un relais pour prendre soin d'eux. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt pour un prochain reportage.